Bin Jojo. Non, c'est pas. Non, je crois que. Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Salut à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau format hors-série estampillé Nos Ciné qu'on a baptisé Flashback, une remontée dans le passé comme on les aime en ces temps d'incertitude, où on prend le temps justement de piocher en l'occurrence dans le catalogue de Star, la nouvelle rubrique de Disney+, le sponsor de cet épisode. On va s'attaquer à l'une des séries phares qu'on peut y trouver, à savoir Lost, la série de J.J. Abrams, Damon Lindelof et Jeffrey Lieber, celle qui avait retourné bon nombre de cerveaux en 2004, une époque qui paraîtra lointaine aux plus jeunes d'entre vous, une époque où nos connexions internet n'étaient pas des plus vaillantes, où on devait attendre parfois toute une nuit pour récupérer un fichier en toute illégalité sur une des plateformes au nom animalier et passer un bon quart d'heure à synchroniser un fichier de sous-titres bourré de fautes d'orthographe et parfois de contresens. Bref, ça ne nous avait pas empêché, en tout cas ça ne m'avait pas empêché moi, à l'époque de suivre avec délectation les aventures des naufragés de l'île mystérieuse de Lost, Jack, Kate, Hugo, Charlie, l'étrange John Locke, Sawyer et puis surtout essayer de démêler les nombreux nœuds d'une intrigue où se mélangent complot, expériences secrètes, voyage dans le temps, fumée assassine, ours polaire, mythologie, religion, science et croyances, parfois un peu ardu à suivre tout ça. Et pour revivre ces heures mythiques de la télévision, deux camarades m'accompagnent, Anaïs Bordage, salut Anaïs. Salut Thomas. Et David Honora, salut David. Salut Thomas. Flashback par Nos Ciné spécial Lost, c'est parti. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît. Les amis, vos souvenirs sur Lost, pourquoi est-ce que ça vous a marqué l'un et l'autre ? Tiens, Anaïs, en premier. Moi, j'avais entre 14 et 19 ans à l'époque de la diffusion. Voilà, donc c'est là que ça commence à être douloureux pour moi, auquel tu faisais référence. Donc effectivement, pour moi, c'était le rendez-vous immanquable en tant qu'ado. Je l'ai découvert d'abord à la télévision. Je ratais pas une seule semaine, tous les soirs, même quand je me retrouvais dans des bleds sans internet, sans télé. J'allais avec la clé du voisin chez le voisin qui n'était pas là pour regarder toute seule. Et j'avais hyper peur parce que Lost faisait très peur. Oui. Mais voilà, j'ai jamais raté un rendez-vous. Et après, on est passé sur Internet pour les dernières saisons. Mais ouais, pour moi, ça représente toute mon adolescence un peu nerd, très, très jouissive, quoi. Et un éveil à la pop culture aussi, peut-être, en parallèle, ouais, complètement. David ? Moi, je pense que c'est la première série que j'ai vraiment binge-watché, en tout cas sur la saison 1, parce que en fait, je l'ai découvert un petit peu en retard. Je pense que c'était au moment du début de la saison 2. Et je l'ai découvert avec la saison 1 en DVD, et on s'est fait en famille à l'époque, je crois, la saison 1 quasiment sur un week-end, quoi. Enfin, c'était vraiment très, très intense. On avait enchaîné les épisodes, et après, évidemment, un peu comme tout le monde, j'ai rattrapé le train en marche, surtout que c'est une série, on va revenir dessus, mais qui faisait beaucoup discuter. Entre les épisodes, il fallait partir dans les théories sur ce que ça raconte, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et oui, je me souviens même, en fait, dès le pilote, c'est pour moi un des pilotes les plus impressionnants de l'histoire de la télé, où d'un coup t'es complètement scotché et tu te dis t'en as eu pour ton argent, entre guillemets. Enfin, en fait, t'as un sentiment qui était plutôt réservé au cinéma dès les premiers épisodes, quoi. Ce qui est marquant, ce qui est étonnant en se replongeant là-dedans, c'est que ça nous remet en perspective nos modes de consommation vraiment de la télévision, qui a changé notamment aussi, et voilà, c'est le gap énorme qui a été franchi, parce que on parlait là des difficultés pour pouvoir accéder potentiellement à cet épisode, comme disait Anaïs, ou toi, le fait de binge-watcher, qui était une découverte pour nous, pour notre génération. Binge-watcher sur DVD, à la fin du DVD, il faut changer de DVD. Mon gars, c'était pas pareil. Ça repart pas tout de suite avant la fin du générique. C'est vrai qu'il y a eu une vraie bascule, et moi j'ai un souvenir, c'est une anecdote extrêmement personnelle pour le coup, mais d'un de mes meilleurs potes qui lui faisait ce truc qui nous paraissait, nous, incroyable par rapport à Lost, c'est-à-dire qu'il le regardait tous les 15 jours seulement, pour pouvoir regarder 2 épisodes à la suite qu'il téléchargeait. Et donc, il s'astreignait à une espèce de discipline comme ça. Et donc, c'était le début des spoils, parce que du coup, nous, on avait vu les épisodes le week-end entre les 2 séquences où il regardait pas, et il fallait absolument pas en parler, il fallait pas commencer à spoiler. Donc, on a découvert aussi avec Lost un peu le spoil. Alors, puisqu'il est question de patrimoine dans cette émission, d'histoire, impossible de pas s'intéresser aux archives qu'il y a autour de notre série du jour, et en particulier, c'est notre petit truc à nous, David, dans Flashback, une archive qui ne nous rajeunit pas.
Oui, ça nous rajeunit pas parce que l'idée c'est de revenir quelques années en arrière pour essayer de se remettre un petit peu dans le contexte. Alors là, on n'est pas avec cette archive au tout début de la diffusion de Lost, mais plutôt juste après. C'est Paco Mtielman, un essayiste spécialiste des séries télé et en particulier de Lost, qui a pas mal écrit sur le sujet. Là, on est en 2012. Il est interviewé par notre camarade Rafik Djoumi, qu'on salue, pour le site Arrêt sur Image, et il parle de la prise en compte par les scénaristes des conversations qu'il y avait à l'époque en ligne, plutôt sur les forums spécialisés au début de la série. Les réseaux sociaux sont apparus vers la fin de la diffusion de la série, et donc il parle de ça. Regardez Lost, il y avait aussi un feedback du spectateur sur la création de l'œuvre. C'est-à-dire que tout ce que le spectateur voyait, pensait, imaginait, implémenter, apporter à l'œuvre, les scénaristes en retour en faisaient également leur miel. Et donc il y a un effet de feedback dans cette constitution qui est centrale et qui en fait sa grandeur. Sa grandeur est dans le miroir qu'elle propose au spectateur et la façon dont le spectateur en retour s'y réfléchit. Et donc il est indispensable en effet que cette œuvre ne soit pas terminée quand on la démarre. Alors du coup, moi ce que je me suis demandé en écoutant ça, c'est est-ce que vous, à l'époque, vous avez parlé de Lost sur Internet? Est-ce que vous pensez qu'indirectement, vous avez influencé les scénaristes avec vos théories? Anaïs? Moi non, parce que je suis arrivée sur les réseaux sociaux, je pense que la série était déjà sur le point d'être terminée. Oui. Par contre, je pense que j'ai fait partie des gens qui ont contribué au burn-out de Damon Lindelof. Tu l'as insulté en ligne, ouais, voilà. harcèlement. Alors je ne l'ai pas tagué ni rien, mais je me souviens, je crois que j'ai sans doute mis un statut sur Facebook en mode pourquoi j'ai gâché 6 ans de ma vie à regarder ce truc. À la fin de Lost, à cause de la fameuse fin. Voilà, très énervée. Maintenant, je pense que je serais un peu plus sympa avec lui, mais à l'époque, je faisais partie de ces gens-là. J'avais 19 ans, alors voilà, j'utilise ça comme excuse. Moi, j'ai pas souvenir des communautés Lost francophones. J'ai souvenir des communautés Lost sur les forums et tout ça, anglophones plutôt. Et je me rappelle aller sur certains sites. Alors, j'ai plus les noms en tête malheureusement, mais d'aller pour voir un peu quelles étaient les théories à la mode, de faire un peu une espèce de shopping théorique et mythologique pour essayer de comprendre certains trucs que j'avais pas compris. Alors là, comment la fumée, comment ils traduisent ça, comment ils voient ça et tout. Alors des fois en plus ça donnait lieu à des, parce que je parlais en intro pour plaisanter des contresens dans les sous-titres, mais c'était un vrai truc, hein. C'était un vrai truc, c'est-à-dire que il y avait des communautés de sous-titreurs amateurs pour le coup, c'était avant la sortie des DVD et tout ça, donc du coup on était vraiment dans l'archéologie du web, et du coup il y avait des trucs, les mecs traduisaient ça, en plus ils avaient une pression énorme et ils se faisaient insulter sur les forums quand ils n'avaient pas sorti les sous-titres au bout de 2 heures, donc il fallait aller très très vite, et des fois t'avais du sens qui sautait. Il y a des trucs que j'ai compris en revoyant la série en DVD 10 ans plus tard, en disant ah ouais, en fait c'était ce mot-là, du coup je l'avais pas compris comme ça sur le coup. Oui, parce qu'on s'en rend pas compte aujourd'hui, mais c'est une des premières séries qui a vraiment créé un engouement intense sur Internet, et c'était même complètement intégré en fait dans le processus, y compris de communication de la série. Notamment, il y avait des sites, il y avait des choses, le site de la fausse compagnie aérienne qui avait été créé. Il y a pas mal d'éléments aussi qui avaient été créés par la prod pour créer une présence en ligne. Mais surtout, ce qui était le plus fort, effectivement, c'était ce que produisaient les gens, la communauté. Et ce truc, alors après, qui était peut-être un peu discutable, mais en tout cas les déclarations très tôt des scénaristes d'avoir dit on sait très bien où ça va, et en fait comme il y avait cet élément de flottant, de pas savoir combien de saisons ça allait durer, etc., et que parfois certaines théories qu'ils avaient pu avoir se sont retrouvées sur Internet parce que d'autres gens avaient eu l'idée, compris, ça a eu un impact forcément sur le puis tu parlais, Anaïs, de Lindelof et du fait qu'à la fin beaucoup de gens lui ont reproché cette fin de Lost. C'est vrai qu'ils étaient régulièrement, lui, Abrams et les autres, à chaque fois qu'il y avait des points presse, ils étaient régulièrement assaillis de questions en disant alors les fans pensent que, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ils étaient obligés de débunker truc après truc et de dire même, et je crois qu'ils avaient dit non, ils sont pas morts. Ils sont pas morts, ils sont pas tous morts, on n'est pas dans l'esprit d'un personnage qui est presque mort et tout. Ils ont dû à la fin se justifier de certains trucs, quoi. Ouais, et puis ils étaient paniqués parce qu'ils se rendaient compte que en fait, si tu parles à un groupe de 15 personnes, peut-être que tout le monde va pas comprendre immédiatement tous les secrets, mais si tu mets ça sur Internet, en fait, il y a forcément des gens qui, en communiquant, vont découvrir certains trucs, et donc ils se rendaient compte que le public était beaucoup plus rapide que ce à quoi ils s'attendaient pour découvrir certains secrets. Voilà. Et ils ont dû accepter un peu à contre-cœur le fait que
certains des mystères allaient être résolus plus tôt que eux ils l'auraient aimé et ils pouvaient rien y faire. Et ça, c'est vrai que c'était assez inédit à l'époque, alors que maintenant c'est devenu un peu plus fréquent avec des grosses séries blockbusters comme Game of Thrones ou Westworld, où parfois le public a été un peu plus rapide pour deviner certains trucs, mais à l'époque c'était totalement inédit. Et déjà à l'époque, tu parlais de Game of Thrones, déjà à l'époque les gens avaient fait un scandale par rapport à la fin, comme quoi on revit un peu les mêmes séquences, série après série. Si on en revient à la série concrètement, il y a plein de choses à raconter, notamment sur le cast, parce qu'il est assez vaste dès le début, il y a énormément de personnages, il y a assez peu de tête connue, finalement, si on se replace dans l'esprit de 2004. Alors, il y a failli y avoir, je ne sais pas si vous le savez, 2 très grosses stars qui ont été attachées au début au projet. C'était Michael Keaton et Forest Whitaker. Michael Keaton qui devait jouer Jack et qui devait mourir dès le premier épisode, d'ailleurs. Forest Whitaker, c'est John Locke. Non, il devait faire Sawyer. Et c'est pour ça qu'il n'a plus voulu le faire, exactement. Okay. Et Abrams, il a profité donc de ce refus de la prod de tuer Jack dès le début de la série et donc de ce départ de Michael Keaton pour recaster un personnage pour mourir à sa place dans les circonstances qu'il avait imaginé. Et en l'occurrence, c'est le pilote de l'avion et ce rôle, il l'a donné à Greg Grunberg, qui est un visage qui est très connu. Voilà, Anaïs, c'est ton chouchou. Moi, principalement pour Alias, je sais qu'il a fait plein d'autres choses. Mais justement, en fait, c'est vraiment la star de l'Abramsverse, parce qu'en fait, il est partout. Il est dans Alias, tu l'as dit, il est dans Felicity aussi, qui est d'ailleurs une série qu'il faudrait réévaluer, moi je trouve, c'est ma petite déclaration polémique d'épisode. On l'a aperçu dans Star Wars, évidemment, dans Mission Impossible 3, c'est son pote d'enfance en fait, J.J. Abrams, c'est pour ça qu'il est un peu partout, que c'est pas très étonnant de le voir dans Lost. On aurait dû le voir dans le dernier épisode de la saison 1, mais sa scène a été coupée au montage. Alors je sais qu'elle était dans les bonus du DVD, pour l'instant j'ai été vérifié tout à l'heure, les bonus ne sont pas dans Star pour l'instant, mais peut-être que ça viendra. Tout ça pour dire que donc dans le cast original, il n'y a pas beaucoup de stars, à la limite Matthew Fox est le plus connu, le grand public, en tout cas ma génération, l'a vu pendant des années tenir le rôle quand même de Charlie. C'était un des 5 personnages de La Vie à 5, qui était un énorme succès télé à la fin des années 90, celui qui a révélé Neve Campbell, quand même, on doit bien ça. Charlie était un peu identifié aussi par le Seigneur des Anneaux, quoi. Il y avait Oui, et il y a le personnage de Charlie, qui est donc Dominic Monaghan, qui lui était évidemment connu, parce qu'il venait d'apparaître au cinéma dans Mary. Il y avait déjà eu 2 épisodes, je crois, du Seigneur des Anneaux qui étaient sortis. En fait, c'était un des seuls où on disait dans Lost, lui c'est le mec du Seigneur des Anneaux, alors que tous les autres allaient devenir les gens de Lost. Et alors les fans de télé américaine dont je faisais partie connaissaient aussi Harold Perrineau, qui était un visage connu parce c'est un personnage très important dans Oz, qui était cette super série de prison de Tom Fontana. Mais oui, effectivement, les autres, que ce soit Evangeline Lilly qui joue Kate, qui est donc maintenant très connue désormais parce qu'elle a joué dans Le Hobbit, elle a joué dans Ant-Man. Il y a Josh Holloway qui joue Sawyer ou Navin Andrews qui jouait Saïd. Tous ces personnages-là, on les a découverts et leur célébrité repose en grande partie sur Lost. Donc la série misait pas forcément sur son cast, plutôt sur ses intrigues, on en a parlé tout à l'heure. Alors on va peut-être pas rentrer dans le détail des intrigues, parce qu'il faudrait plusieurs épisodes, voire plusieurs saisons, mais est-ce qu'il y en a certaines qui vous ont marqué plus que d'autres, l'un et l'autre, certaines des arches narratives qui sont parfois très très différentes qui vous ont marqué? Anaïs? C'est une question compliquée. Ouais, je sais. J'aime bien les questions compliquées. Pour moi, c'est un peu lié au personnage préféré. On va peut-être en reparler, mais c'est tout ce qui concerne Desmond, en fait. J'ai pas été particulièrement fan de la saison Voyage dans le temps. Je trouve qu'il y a eu un peu des ratés là-dedans. Mais tout ce qui concerne ce personnage-là m'a fascinée dès le début. Pour moi, la séquence d'ouverture de la saison 2, où on découvre ce qui se passe dans la trappe et le fait que tous les matins, il se lève, il écoute The Mamas and the Papas. Enfin, ça m'a complètement retourné le cerveau, et j'adore cet acteur et j'adore tout ce qui touche à son intrigue et notamment son histoire d'amour avec Penny. Il y a énormément d'histoires d'amour dans Lost, mais celle-là, c'est toujours celle qui m'a le plus émue. Et quand je veux revoir certains épisodes et que je veux me concentrer sur un arc narratif, je revois tout l'arc de Desmond, en fait. David, toi? Moi, j'allais répondre la même chose. Même moi, plus justement tout ce qui va précéder en fait alors je suis en train de me poser des questions sur ce qu'on spoil pas, etc. Parce que bon, il y a des gens c'est un peu la difficulté par rapport à Lost. Il y a des gens qui vont, j'imagine, découvrir la série sur Star. Mais en fait, tout ce qui précède le fait d'aller dans la trappe, quoi, ça m'avait complètement scotché, quoi. J'étais et après tout est un petit peu, je dirais pas décevant par rapport à ça, mais ça reste quand même le maître étalon dans la série en termes de rebondissement, etc. Et après, moi, il y a un autre, mais on y reviendra quand on va parler un peu des personnages, c'est justement le personnage de Charlie, moi, que j'aimais pas trop au début de la série, parce qu'en fait, il a un arc narratif. En fait,
c'est un truc important à rappeler en parlant de Lost. En fait, dans la saison 1, tous les personnages sont présentés avec un flashback où on découvre qui ils étaient avant le crash. Qu'est-ce qu'ils faisaient avant le crash. Et lui, un musicien qui a un gros problème avec la drogue. Et en fait, ce genre d'intrigue autour des dépendances à la drogue, moi, ça a tendance à me saouler un peu à la télé parce qu'en fait, c'est toujours le même genre de truc. C'est très il va retomber dedans, etc. Oui. Et ce personnage me plaisait pas trop au début. Et en fait, il se révèle par la suite et il a une fin dans la série qui est vraiment géniale. Et tout ce passage avec son personnage est vraiment super aussi. Et on va revenir évidemment sur nos personnages préférés, nos intrigues préférées un peu plus tard dans cet épisode. Alors forcément, revisiter Lost, c'est l'occasion de faire le plein d'anecdotes plus ou moins connues, voire complètement inconnu. Anaïs, c'est toi qui est chargée de chercher ça pour nous, de fouiller ça pour nous. Qu'est-ce que tu nous as trouvé? Qu'est-ce que tu nous as ramené avec toi? Alors, j'aimerais vous parler de Lloyd Brown, qui est l'homme qui a eu l'idée originale de Lost. Et on pourrait penser que c'était un scénariste ou un créateur, enfin quelqu'un qui était plutôt du côté créatif. Mais en fait, non. En 2003, Lloyd Brown, c'était le président d'ABC. Et il faut dire qu'à l'époque, ça se passait pas hyper bien. Les chiffres de la chaîne étaient très mauvais et le président savait qu'il était sur la sellette, qu'il en avait plus pour très longtemps. Et en fait, il était en vacances à Hawaï et il a décidé de mater le film Seul au monde. Donc, vous savez, le film avec Tom Hanks et le ballon. Voilà. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et en allant à la plage juste après avoir vu ce film, il a commencé à se dire que ça serait vraiment sympa de faire Seul au monde, mais version série. Alors, il s'est dit qu'avec un seul acteur, ça risquait d'être un peu ennuyeux quand même. Et puis, il pense à Survivor, le Koh-Lanta américain, où plusieurs personnes doivent survivre sur une île déserte. Il se dit aussi que le titre Lost, ça serait pas mal, il y a quelque chose avec ce titre. Et puis voilà, paf, il tient son idée de génie. Quelques temps plus tard, à une réunion d'entreprise où tous les cadres étaient censés pitcher une série, Lloyd Brown abandonne le pitch qu'il avait préparé à la base et il se dit qu'à la place, il va parler de Lost. Au final, tout le monde trouve ça nul. C'est atroce. Voilà, à part Tom Sherman, qui est alors en charge du développement des séries dramatiques, et Lost devient leur petit projet à tous les deux, alors que tout le monde les traite de fous et leur dit que ça ne marchera jamais, cette histoire. Lloyd Brown embauche le scénariste Jeffrey Lieber pour écrire le pilote, mais le résultat final ne lui plaît pas du tout. Le scénariste est écarté et à ce stade-là, il leur reste plus que très peu de temps pour lancer Lost ou pas, puisque la saison télé va bientôt commencer. La plupart des autres pilotes sont déjà castés, voire prêts à être tournés. Et Tom Sherman dit, écoute Lloyd, bon c'était sympa, mais on retentera l'année prochaine. Et Lloyd Brown lui dit, bah non, parce que l'année prochaine on sera plus là en fait. Donc tant pis, on y va, on n'a plus de temps, mais on y va. Il appelle J.J. Abrams pour réécrire le script. Il le met en contact avec Damon Lindelof. La magie opère. Et ils étaient tellement pressés par le temps qu'ils n'ont même pas écrit de scénario en fait pour le pilote. Ils ont juste fait un traitement avec une intrigue détaillée. Et ça a fonctionné. En le lisant, Lloyd Brown était aux anges et il a donné son feu vert. Et en fait, c'est ça qui est extraordinaire dans l'histoire, c'est que d'habitude, le développement d'un pilote prend généralement 8 à 9 mois. Et la version du pilote de Lost qu'on connaît aujourd'hui, elle a été écrite, créée et tournée et castée en seulement 6 à 8 semaines en fait. Oui. Donc c'était vraiment du jamais vu à l'époque. Le budget du pilote était astronomique pour l'époque, c'était environ 13 millions de dollars et d'ailleurs ça a été un peu la goutte d'eau pour Disney. Et c'est à ce moment-là que, comme il l'avait prédit, Lloyd Brown a été viré. Ouais. Et d'ailleurs on raconte que le fait de valider un pilote aussi cher était un peu son dernier fuck you à la chaîne avant de partir. Et bah, ce qui est triste, c'est que du coup il n'a jamais vraiment eu de reconnaissance pour son idée de génie, à part être le mec qui enregistre les Previously on Lost qu'on c'est sa voix qu'on entend au début. Voilà, ouais. Exactement. Au début, il l'a fait de manière anonyme, donc personne ne le savait. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui a reconnu sa voix et qui a dit « Mais attendez, c'est Lloyd Brown qui dit ça ?» Donc voilà, donc au final, Lloyd Brown n'a jamais vraiment récolté les fruits de son idée, mais on peut dire que le succès de la série est quand même déjà une belle revanche, vu que vraiment personne n'y croyait, même Damon Lindelof n'y croyait pas en fait quand ils ont fait le truc. Quant à Jeffrey Lieber, donc le scénariste qui avait fait la première version du pilote, il a finalement été crédité comme co-créateur et il affirme recevoir chaque année plusieurs centaines de milliers de dollars grâce aux royalties. Donc lui, pour le coup, il s'en est très très bien tiré. Ouais, lui c'est pour le coup celui qui s'en sort le mieux dans l'histoire. D'ailleurs, j'ai cité son nom au tout début. Vous l'aurez remarqué, comme quoi à chaque fois qu'on fait des recherches sur Lost, on est obligé de citer son nom. On lui donne de l'argent. Oui, on lui donne de l'argent. Voilà. On a dans ce format flashback un petit questionnaire que mon ami David Honora a mis au point pour nous, qui nous permet un peu de
baliser un peu voilà, ces grands moments de pop culture qu'on va essayer de disséquer dans ces hors-séries. Je les prends comme ça, un peu à la volée, puis on les voit ensemble. C'est une série de questions assez classiques, finalement. La première que tu as choisie, David, c'est quel est le meilleur personnage pour nous les uns et les autres. Alors moi, j'ai noté John Locke parce que je suis un garçon finalement assez peu original et que moi, c'était celui qui me fascinait le plus. Alors, je sais pas s'il m'a fasciné tout au long de la série parce qu'il devient il est un peu chiant quand même. Voilà, il devient un peu répétitif sur la fin et un peu plus chiant, mais vraiment c'est le John Locke saison 1, saison 2 qui est vraiment très 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 intriguant, très très dérangeant même par moments, très flippant. J'aime beaucoup le comédien qui l'interprète, dont le nom m'échappe, mais que je vais retrouver, Terry O'Quinn. Voilà, c'est ça qu'on avait déjà vu chez J.J. Abrams, puisqu'il jouait dans Alias, il jouait le patron du FBI dans Alias. Anaïs, toi, ton personnage préféré, tu l'as dit tout à l'heure, mais... Ouais, j'ai dit que c'était Desmond, mais effectivement, si je devais en choisir un autre, ce serait Locke aussi. Ouais. Je le déteste, en fait. Mais moi aussi. Voilà, mais j'ai tellement aimé le détester. Et comme tu le dis, Terry O'Quinn est remarquable. À chaque fois que je revois des épisodes, je suis épatée par sa performance. En fait, ils n'étaient pas tous forcément hyper bons dans le cast, mais lui, il est parfait. Et pour moi, c'est un des anti-héros les plus intéressants de la télévision. On ne peut pas s'empêcher d'être fasciné, alors qu'il est vraiment agaçant. Et le twist qui concerne son personnage, qui d'ailleurs a été un peu rajouté à la dernière minute par les scénaristes, pour moi, c'est un des plus grands moments de Lost. Et il l'a porté vraiment à merveille. David ? Moi, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, l'exemple avec Charlie, pour moi, les personnages, c'est un peu à géométrie variable et ça évolue dans toute la série. Du coup, j'ai un personnage préféré, mais qui change par saison presque à l'autre. Moi, au début, j'aime beaucoup Kate, que je trouve qu'il y a un personnage féminin hyper intéressant. Toute sa backstory, on la voit pas forcément venir. Braquage, Et puis voilà, j'ai des passages où j'adore Sawyer, évidemment Desmond, un super personnage, Charlie aussi, John Locke, assez grand moment. Et puis, mais en fait, c'est ça la richesse de vraiment de cette série, c'est sa galerie de personnages. Oui. Et alors j'ai oublié leur nom, j'aurais dû les noter, mais ce couple qui fait l'objet d'un épisode spécial. Rose et Bernard. Rose et Bernard. Ah oui, bien sûr. Et en fait, c'est ça, c'est la blague en fait dans Lost, c'est que finalement il y a tellement de personnages que tu peux en sacrifier le temps d'un épisode. C'est pléthorique, le cast est pléthorique, on l'a dit tout à l'heure, effectivement. La meilleure scène ou le meilleur épisode ? Là aussi, c'est pas facile. Non, on l'a un peu évoqué tout à l'heure. Moi, vraiment, l'épisode qui m'a vraiment marqué, qui m'a bluffé et qui m'a fait totalement rentrer dans la série, c'est l'épisode 4 de la saison 1 avec le premier twist sur John Locke. C'est celui que j'ai noté aussi. Et je me souviens avoir. C'est le moment où je me suis dit, ça y est, je suis accro à cette série. En fait, c'est vraiment le moment où je suis rentré dans la série en tant que fan. En fait, ce qui est dingue, pour moi, c'est ce que j'appelle un peu le double coup du lapin. Je pense à ça, par exemple, dans Sixième Sens, où il y a une énorme scène émotionnelle avant le twist final. Et là, c'est un peu pareil avec Lost, c'est-à-dire que le truc est déjà incroyable. Dès les premiers épisodes, tu te dis c'est une super série d'action, c'est incroyable et tout. Et le fait de balancer par-dessus ça un coup de force scénaristique incroyable, ça survend la série et on est complètement embarqué, quoi. Anaïs ? C'est marrant, moi j'avais aussi noté cette scène, mais j'avais très peur que vous citiez mon épisode préféré, qui est The Constant, donc Perdu dans le temps en français, et qui est donc le 5e de la saison 4, je crois, et qui est donc l'épisode de Desmond, et c'est le meilleur épisode de Desmond, puisqu'il se retrouve perdu dans l'espace-temps, et en fait le seul moyen de revenir un peu là où il devrait être, c'est d'entendre la voix de Penny, donc la femme qu'il aime. Donc pour moi, c'est un peu le précurseur du grand Lindelof qu'on retrouvera après dans d'autres séries. C'est archi romantique et en même temps, ça maîtrise très très bien les éléments de genre, de science-fiction, d'action. C'est un épisode qui est hyper mouvementé et en même temps qui me fait pleurer des torrents de larmes à chaque fois, avec des performances exceptionnelles. Et ce qui est encore plus ouf, c'est que Desmond n'était vraiment pas un personnage principal à la base, que son histoire avec Penny, on s'en fiche un peu au début, et que là, ils arrivent à faire quelque chose, à rendre, pour moi, c'est vraiment
l'histoire la plus épique de la série, alors que c'était pas des personnages qui étaient là au début. Et pour moi, c'est un tour de force incroyable. Ouais, c'est un épisode extrêmement bouleversant. C'est vrai, moi, je m'en rappelle très bien aussi. Ouais. Qu'est-ce qui manque au film ou à la série pour être vraiment parfait? Alors, j'imagine que Anaïs, comme moi, tu as noté la fin. Une fin un peu moins évidente, peut-être, parce que la fin, c'est vrai qu'elle est en décalage vraiment par rapport à l'ambition de la série sur 6 saisons. Quoi. Ouais, pour moi, j'avais même noté, en fait, c'est pas qu'il lui manque quelque chose, c'est qu'il faudrait lui enlever, justement, peut-être 1 ou 2 saisons. Lindelof l'a montré par la suite, il aime bien choisir dès le départ quand il peut finir ses séries. Faire du plus court. Voilà, et pas, en fait, faire du remplissage. Et avec Lost, bon, c'était les débuts, ils ont été un peu obligés de faire du remplissage, parce qu'à l'époque, juste dire on fait 3 saisons et on arrête alors que la série a du succès, c'était impensable pour un network. Ouais. Et du coup, ça se sent, en fait. À mon avis, s'ils avaient retiré quelques épisodes, ça aurait peut-être été un peu plus compact. Et effectivement, la fin, je suis plus indulgente avec aujourd'hui parce qu'elle est quand même réussie sur certains points. Mais effectivement, sur d'autres, elle est très ratée. Enfin, ça représente vraiment Lost dans son ensemble, c'est-à-dire qu'il y a du très très bon et il y a du très mauvais. Donc ouais, pour moi, pour que la série soit parfaite, il faudrait une fin parfaite et des saisons parfaites. Mais bon, honnêtement, c'est quasiment impossible à accomplir. Oui. Et surtout dans les circonstances dans lesquelles ils ont créé la série, c'était très dur. Donc je leur en veux pas, ça va. David moi, ce que j'avais noté, c'est il aurait fallu que la série sorte un peu plus tard, vraiment à l'ère des réseaux sociaux. En fait, j'aurais adoré découvrir cette série avec la puissance actuelle des réseaux sociaux et ce qu'aurait pu en faire les internautes, avec Twitter, Reddit et compagnie. Les mèmes. Les mèmes le lendemain matin, ça aurait pu être complètement... Déjà, il y en a quelques-uns. Ouais. Et oui, il y en a de l'époque qui ont subsisté, mais voilà, on était à un niveau de connexion un petit peu moindre. Et du coup, je me demande ce que ça va donner si justement des nouvelles générations, peut-être via les plateformes, via Star, découvrent maintenant, aujourd'hui. Et ça me fait penser, il y a une très bonne scène dans This is 40 de Judd Apatow. Bien sûr. Où la gamine, en fait, la Binge, qui est la vraie fille de Judd Apatow. C'est Maud, je crois. De toute façon, il y a les deux dans le film, mais c'est une de ces 2 filles. C'est son obsession tout au long du film de pouvoir regarder la fin de Lost, et quand elle finit par la voir, elle pète un câble, un peu comme toi sur Facebook à l'époque, Anaïs. Ouais. J'avais à peu près le même âge qu'elle dans le film. Donc, et elle spoil la fin de la série à tout le monde. Elle spoil la fin de la série à tout le monde, exactement. C'est dur à spoiler quand même. Enfin, franchement... Oui, techniquement, c'est difficile de spoiler à 100%. Mais elle donne quand même pas mal de clés. Qu'est-ce qui a le mieux ou moins bien vieilli dans Lost, d'après vous? Moi, j'ai eu du mal à trouver quelque chose, parce que j'ai re-regardé du coup par curiosité sur Star les premiers épisodes, et je trouve que techniquement, ça se tient encore plutôt pas mal. Je trouve que c'est ça qui a le mieux vieilli. La production value globale, elle est vraiment impressionnante, et on sent, enfin, tu disais, j'ai oublié combien, 16 millions de dollars 13 millions. 13 millions de l'époque. C'était avec l'inflation. Non, mais ça tient ça a vraiment beaucoup de gueule, quoi. Et puis bon, tourner à Hawaï en décor naturel et tout, il y a un truc qui fait qu'on y croit et qui fait que ça tient bien l'épreuve du temps, quoi. Ouais. Pour moi, ce qui a très bien vieilli aussi, c'est le casting. T'en parlais, en fait, comme ils ont été pris de court pour constituer le casting de la série, ils ont été obligés de trouver des gens moins connus, et c'est aussi pour ça qu'ils se sont retrouvés avec un casting hyper diversifié. Alors c'est une expression hyper galvaudée, mais du coup, à l'époque, c'était hyper rare d'avoir un casting où on avait plusieurs acteurs afro-américains, asiatiques, latinos, etc. Pour un casting d'ensemble, c'était vraiment assez remarquable. Et aujourd'hui, quand on regarde la série, du coup, on a l'impression que c'est une série contemporaine, alors que souvent, quand on regarde des séries des années 2000, on se dit c'était quand même très très blanc. Et c'était pas le cas de Lost. Donc, et d'ailleurs, j'ai pas souvenir que c'était un argument marketing particulier, que c'était pas particulièrement mis en avant, alors que ça aurait tendance à l'être aujourd'hui. En revanche, c'est un argument je trouve, c'est réaliste, puisque c'est un vol international, donc c'est normal qu'il y ait des gens. C'est pour le coup, c'est très bien justifié dans l'intrigue. Mais même le fait que, par exemple, le premier épisode d'introduction du flashback de Jin et Sun soit en coréen avec des sous-titres, c'était aussi très très rare à l'époque. Il y avait même eu quelques grincements de dents à l'époque où ils voulaient le faire, parce que juste se dire tout un public américain va devoir regarder une série sous-titrée en coréen, sous-titrée en anglais, c'était vraiment du jamais vu, et encore aujourd'hui ça reste très rare. À part The Americans, il y en a très peu qui le font, donc c'était risqué aussi de leur part, et ça a payé. Encore un duo de personnages qui était
assez fascinant lui aussi. Est-ce qu'on pourrait faire un remake de cette série aujourd'hui? Alors moi je suis opposé à l'idée même de remake, mais c'est une position idéologique que je tiens. Anaïs, t'en penses quoi? Je suis assez d'accord. Enfin, je pense qu'on aurait du mal. Après, il y a un remake qui s'appelle The Wilds. Enfin, qui est pas moi, c'est ce que remake, j'allais dire. C'est en fait des remakes de Lost, il y en a en permanence. Il y en a eu beaucoup. Ouais. En fait, c'est qui tourne autour de cette idée. C'est-à-dire qu'on pourrait pas. Enfin, ça aurait pas de sens de faire un remake avec re-raconter exactement la même histoire. Mais par contre, le point de départ et des dérivés, il y en a énormément, quoi. Ouais. Mais on pourrait jamais recréer, je pense, l'espèce de Perfect Storm qui a mené à la création de la série, qui a été créée, comme tu le dis, vraiment aux prémices d'Internet et des réseaux sociaux, qui a fait que c'est devenu un énorme succès, pas juste dans une niche un peu de public un peu nerd, mais aussi un succès hyper mainstream. Et ça, aujourd'hui, je pense qu'on pourrait plus le recréer, en fait. Une série aussi foutraque, avec des éléments de science-fiction, de romantisme, d'aventure, d'action, de drame. Qui part vraiment dans tous les sens, par moment. Ouais, ça, on pourrait plus recréer ça, et surtout recréer quelque chose comme ça qui fonctionnerait, en fait. Parce que, par exemple, Westworld, c'est un peu le bordel de la même manière que Lost, mais ça fonctionne pas aussi bien, en fait. C'est quoi aujourd'hui les héritiers de Lost, vous diriez? Alors on l'a dit, il y a pas mal de suites, de sous-Lost qui ont existé, mais qu'est-ce qu'on pourrait noter comme héritier? Alors on a mentionné évidemment forcément la suite de la carrière de Lindelof, c'est peut-être ça les grands héritiers, en fait, parce que sans Lost, il y aurait clairement pas eu les Leftovers, il y aurait pas eu Watchmen non plus, qui sont des séries très importantes auxquelles on aurait malheureusement peut-être pas eu accès s'il n'y avait pas eu Lost, et surtout si Lost n'avait pas marché. Ouais, et puis en fait, on sent vraiment dans ces séries-là qu'il a raffiné un peu son art, qu'il a retenu des leçons parce qu'on sait que la fin était hyper dure pour lui, enfin vraiment même d'un point de vue psychologique, et que maintenant en fait, justement, il arrive, il dit je veux pas continuer au-delà de ce que j'avais prévu. Il a vraiment réussi à trouver cet équilibre parfait entre romantisme, science-fiction, action et drame, qui était un peu à ses débuts dans Lost. Et maintenant, pour moi, oui, il crée des séries parfaites. Justement, Lost était très 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 imparfaite, et The Leftovers et Watchmen sont des bijoux en fait, de vrais chefs-d'œuvre, parce qu'on sent qu'il a pu faire ses armes sur Lost. Ouais. Après, je pense que dans les héritiers, pour moi, déjà toutes les séries qui vont utiliser le flashback vraiment comme outil narratif très très important dans la structure, tout ça, elles le doivent à Lost. C'était une idée de Lindelof aussi pour pimper un peu le script au départ. Et puis pour sortir de l'île aussi. Voilà, exactement, pour qu'on puisse les voir au moins de temps en temps propres et avec de la nourriture et un petit cocktail. Et d'autres gens. Voilà, c'est ça fait du bien. Donc ça, effectivement, quand tu le vois dans des séries aujourd'hui qui vont se reposer sur les flashbacks, comme The Wilds, où c'est littéralement des meufs sur une île déserte après un crash avec des flashbacks, là c'est Lost à 100%. Mais pour moi, même une série comme Game of Thrones, en fait, descend vraiment de Lost. On l'a dit déjà, il y avait l'idée de tuer le personnage principal au tout début, qui finalement n'a pas eu lieu, mais voilà, il y a les théories en ligne qui sont hyper importantes, toute la communauté, le fandom, il y a le fait qu'on lui pardonne très peu ses erreurs. Enfin, pour moi, Game of Thrones, c'est vraiment un reflet contemporain de tout ce que Lost a été il y a quelques années, quoi. David? Oui, moi, je disais tout à l'heure qu'il y avait aujourd'hui plein d'héritiers de Lost, de séries qui en descendent. Moi, dans les réussites, je citerais Sense8, qui pour moi aussi est une série qui doit beaucoup à Lost, justement dans le casting international, dans la manière de faire interagir beaucoup de personnages et de raconter aussi leur backstory. Et sinon, moi, je suis en train de lire actuellement le roman qui a eu le prix Goncourt, L'Anomalie d'Hervé Le Tellier, et qui en fait est clairement un héritier de Lost, quoi. C'est un récit avec un avion qui est doublé, etc. Et c'est écrit comme une série américaine. Apparemment, d'ailleurs, ça va être adapté parce qu'en plus, le bouquin a un énorme succès. Donc clairement, le prix Goncourt de cette année doit beaucoup à Lost. Et Lost va jusqu'à la littérature française, et ça, c'est magnifique et c'est très beau comme mot de la fin, car c'est la fin de ce flashback. Merci à tous les deux d'y avoir participé. Lost, on l'a dit, c'est à découvrir ou redécouvrir sur Star, la nouvelle rubrique de Disney+, le sponsor de cet épisode. Star, où il y a tout un tas d'autres séries cultes à découvrir ou redécouvrir, X-Files par exemple, ou encore la non moins excellente Alias. Merci à Mathieu qui était à la technique, binge.audio pour retrouver tous nos podcasts, et à très vite pour un nouvel épisode.